Avez-vous déjà entendu parler de l'Axe majeur? C'est une œuvre architecturale, une construction monumentale de 3,2 km située à Cergy-Pontoise. C'est une succession de constructions urbanistiques, de jardins, de sculptures, mais également de bassins et de pièces d'eau. Tout ceci s'inscrivant parfaitement dans un contexte paysager. Tant d'années pour aboutir à ce résultat, en sachant que l'œuvre n'est pas encore terminée. Voici les principales stations visibles à l'image. La tour Belvédère, le verger des impressionnistes, l'esplanade de Paris, les 12 colonnes, le jardin des droits de l'homme, l'amphithéâtre, le bassin, la passerelle, l'île astronomique et la pyramide. D'autres points remarquables de cet axe ne sont pas repris. En cherchant du côté de l'esplanade de Paris et du jardin des droits de l'homme, vous y trouverez la fontaine de vapeur et la place Mendes France. Ces deux points auront de l'importance ainsi que celui des 12 colonnes dans la démonstration que nous souhaitons vous présenter. En effet, nous allons vous apporter un regard neuf en dehors de toutes les considérations connues au sujet de cette œuvre. Interprétation, symbolisme, bref, toute la bouillie prédigérée offerte aux profanes. Car oui, nous pensons qu'il existe des initiés qui ont la connaissance de la réelle finalité de cet ouvrage. Par souci d'honnêteté, sachez que nous n'avons aucune légitimité sur ce sujet. Nous avons pris connaissance de l'existence de ce site que très récemment. Toutes les infos le concernant n'ont pas eu le temps d'interférer dans notre vision de ce chef-d'œuvre, telle une expérience de John W. Barry. Ainsi, c'est en consultant l'image satellite de l'axe majeur que nous avons eu l'impression de consulter une feuille de route, un itinéraire. Dire cela peut sembler un peu farfelu, surtout quand vous n'avez pas encore en votre possession tous les éléments vous permettant de valider cette impression, cette hypothèse, car bien sûr, pour le moment, c'est qu'une hypothèse. Rien que l'évocation d'une structure séquencée en station peut nous faire penser à un plan de métro. Mais bon, entrons dans le vif du sujet. Par quoi allons-nous commencer? Et pour répondre à cela, il nous faut identifier les étapes, trouver les lieux géographiques qui correspondent à des points précis et particuliers se situant sur l'axe majeur. Maintenant, comment décoder ce paysage et reconnaître ne serait-ce qu'une première étape, un premier jalon à poser? Et en découvrir un deuxième est également indispensable pour notre entreprise. Ces deux jalons doivent nous permettre de déterminer notre orientation et nous aider à retrouver tous les éléments miroirs qui se placent sur et par rapport à cet axe. Un troisième jalon renforcerait la crédibilité des deux premiers et donc de notre hypothèse de départ. Et oui, c'est avec la station numéro 4 que nous allons débuter. L'axe majeur passe en son centre. Elle est bien nommée, visuellement c'est 12 colonnes bien rangées. Pourrait-il y avoir un dénominateur commun sous-entendu dans le nom? Et si nous envisagions celui d'Hercule? Pour les 12 travaux d'Hercule, mais surtout pour les colonnes d'Hercule. Dans l'Antiquité, ce sont les montagnes qui bordent l'actuel détroit de Gibraltar. Posons donc notre premier jalon à cet endroit. Toujours sur l'axe majeur, non loin des colonnes, nous avons la fontaine de vapeur. Alors c'est une stèle couchée au travers de laquelle de la vapeur d'eau s'échappait à une époque par une grille métallique en son centre. À quelle correspondance géologique, cette fois-ci, ce bloc peut vous faire penser? Et si ce point particulier de l'axe était là pour nous évoquer tout simplement la présence d'un volcan? Cette stèle peut nous évoquer directement le volcan, qui doit se retrouver sur notre axe miroir. C'est lui le repère, le deuxième jalon nécessaire à son orientation. Ou alors, la stèle est comme une île perdue sur l'esplanade de Paris, sur laquelle se trouve notre volcan, qui lui reste bien sûr notre référence. Et si nous réfléchissons à la configuration autour du détroit de Gibraltar, la Sicile, l'Etna sont de bons candidats pour remporter le prix du deuxième jalon.
Il y a aussi les îles Canaries, mais elles ne remplissent pas les critères de l'axe miroir. Vous les présenter serait une perte de temps. Concentrons-nous sur les éléments que nous supposons être les deux jalons de référence et traçons l'axe miroir de l'axe majeur. Nous faisons bien sûr passer celui-ci au centre du détroit, mais également pile poil au-dessus du volcan. Voici donc l'axe miroir dans son ensemble. C'est un axe équatorial particulier de notre sphère terrestre. Nous l'appellerons à présent le grand axe majeur. Nous pouvons connaître la distance qui sépare les deux jalons, aussi bien sur l'axe majeur que sur le grand axe majeur. Cela nous permet d'établir une échelle de correspondance. Et voilà, nous avons le plan, l'axe majeur, et notre échelle. Nous pouvons maintenant projeter sur notre grand axe majeur les valeurs de distance qui nous intéressent. Revenons donc à Cergy-Pontoise pour la troisième étape. Intéressons-nous à la place Mendès-France. Toujours sur l'axe, prenons ici la fontaine comme point de référence. Nous pointons le centre de la place pour obtenir la mesure. Ce n'est pas terminé pour autant. Approchons-nous. Il y a deux points particuliers à prendre en considération. La place est transversale à l'axe et se compose de deux îlots. Le premier place en son centre un abreuvoir en forme de calotte sphérique bleue, rappelant une coupe de notre globe terrestre au niveau de l'un de ses tropiques. Vous verrez, c'est un élément important. Au milieu de notre système pousse un arbre demi-tige. Je n'ai pas trouvé d'infos à son sujet, cela pourrait être un fruitier, cerisier ou pommier. Difficile à juger via la photo. Le deuxième îlot se compose d'une zone de plantation où trois oliviers aujourd'hui se partagent l'espace. Les deux ensembles étant équidistants du centre de la place, symétriques, l'un pouvant être le reflet de l'autre, deux indices pour le même lieu géographique. Nous avons les données recueillies du troisième jalon, sa distance par rapport au point central de la place sur l'axe majeur, représenté ici par le rayon du cercle noir, et la distance de séparation entre le centre de la place et la fontaine de vapeur, ici représentée par le rayon du cercle jaune. Commençons notre projection sur le grand axe majeur. Avec la distance entre le deuxième jalon qui est l'Etna et le point correspondant au centre de la place sur notre grand axe, notre périmètre de présence correspondant à l'emplacement des îlots. Et que trouvons-nous sur ce périmètre? Un îlot dans les Caraïbes, séparé des autres territoires. C'est l'île de la Barbade. Comment vérifier, valider que l'île de la Barbade est bien le point de chute miroir sur le grand axe majeur, correspondant aux éléments présents sur la place Mendès-France? Intéressons-nous tout d'abord à l'abreuvoir en forme de calotte, rappelant celle délimitée par le parallèle d'un tropique de notre globe terrestre. Observons depuis l'espace. Mettons le plan du tropique du Cancer perpendiculaire à notre axe de vision. Délimitons bien notre calotte supratropicale. Mettons-la dans ce sens et comparons. L'angle de prise de la photo n'est pas tout à fait perpendiculaire au plan de l'abreuvoir, quand bien même la superposition est presque parfaite. Et que pensez-vous du feuillage de la couronne du demi-tige? C'est l'Amazonie. Ce que l'on a cherché à nous dire, c'est que la taille de notre périmètre, par rapport au point projeté sur le grand axe majeur, est bien égale à la distance qui le sépare du tropique. Et l'île de la Barbade est le seul lieu géographique qui se situe à cette même distance. Le deuxième indice doit pouvoir nous confirmer qu'il s'agit bien de cette île. Historiquement, nous pouvons comprendre qu'elle soit liée à la lutte pour les droits de l'homme. Sa place dans le jardin des libertés et des droits de l'homme est bien justifiée.
Voici son drapeau actuel. Le trident est hérité de l'ancien drapeau colonial avec Neptune sur son char. Il symbolise aussi bien l'interdépendance avec les ressources de la mer que l'indépendance vis-à-vis de l'ancien colonisateur, car celui-ci est brisé, pour signifier la rupture en tant que colonie du Royaume-Uni, avec un Neptune représentant la puissance impériale. Mais alors, que viennent faire les oliviers dans la symbolique? Connaissez-vous dans la mythologie la dispute de Minerve et de Neptune? Ou chez les Grecs avec Athéna et Poséidon au sujet de la capitale de l'Attique, Athènes. Vous aurez compris que c'est Minerve ou Athéna qui prit le dessus, et ceci en offrant un olivier au peuple. Il devient alors le symbole de la victoire sur Neptune, et donc, d'une certaine manière, sur l'empire colonial britannique. Il y avait bien à l'inauguration de la place un seul olivier. Aujourd'hui, ils sont 3, peut-être pour les initiés qui ne connaissent pas bien leur mythologie. En résumé, grâce à 3 éléments codés et aux distances les séparant sur l'axe majeur, nous avons pu valider une projection à l'échelle terrestre de ces 3 jalons avec une complète concordance symbolique et géographique. Nous avons pu en déduire l'existence d'un axe coïncident que nous pouvons définitivement appeler le grand axe majeur. Désormais, la question est, où va-t-il nous conduire? Si l'axe majeur est bien le plan que nous prétendons, l'élément qui peut susciter notre curiosité, c'est la station de la pyramide. Où est-elle et que représente-t-elle sur le grand axe majeur? Nous n'allons pas trop nous attarder pour le moment sur les stations ou éléments particuliers du plan qui n'apportent rien de plus qu'une simple confirmation à notre hypothèse de départ. Et donc, si nous continuons notre progression sur l'axe, le jardin des droits de l'homme devient l'Atlantique Nord, la passerelle devient le Pacifique Sud. Dans ce cas-ci, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur la station du bassin. C'est surréaliste. Si nous intégrons sa forme rectangulaire dans un cercle dont le centre devient notre repère sur axe projetable, nous découvrons inscrit sur le cercle un point particulier. Revenons sur notre grand axe majeur et regardons ce que nous pouvons découvrir inscrit sur la projection du cercle du bassin. Nous n'en dirons rien de plus. La boucle est bouclée. Il nous reste donc un élément important, le jalon ultime, l'île astronomique. Conservant la même méthodologie, l'échelle du plan de l'axe majeur nous permet de placer sur le grand axe majeur le repère correspondant au centre de l'île astronomique. Ce n'est pas une surprise de se retrouver sur la plus grande île au monde, l'Australie. L'adjectif astronomique peut avoir comme synonyme colossal ou démesuré. L'Australie n'est pas seulement une île, c'est un continent. Il ne peut y avoir de doute sur la correspondance symbolique. Si nous reportons la dimension de l'île de Cergy-Pontoise, le cercle concordant englobe la presque totalité du continent. Nous sommes, sans conteste, au bon endroit. Nous arrivons à la dernière étape, établir le périmètre de présence théorique de la station pyramide sur notre grand axe majeur. Il s'agit comme précédemment de la projection de la distance séparant l'objet de notre repère sur l'axe majeur. Ceci fait, nous obtenons un périmètre gigantesque. Que peut bien nous apporter symboliquement ou autre cette édification pyramidale de l'axe majeur? Nous remarquons que sa structure est tronquée, dessinant la forme d'un giron d'écusson face à l'île astronomique. Ce détail nous indique vraisemblablement le positionnement de l'Australie du point de vue de la pyramide miroir. Et selon une orientation cardinale identique, cette remarque est réciproque pour l'Australie, mais inversée de son propre point de vue.
Mais alors, quelle orientation choisir pour référence afin d'évaluer la zone de positionnement de la pyramide du grand axe majeur? En se positionnant par rapport à l'axe, comme à Cergy-Pontoise, ou par rapport au pôle nord du globe terrestre? Étant donné que jusqu'à maintenant l'axe majeur n'a servi qu'à positionner des repères ponctuels, nous utiliserons la deuxième option pour effectuer notre recherche. Comme vous pouvez le constater, cela diminue grandement le périmètre de probabilité de présence théorique de ce point particulier. Mais rien d'exploitable n'a été observé sur l'arc de cercle. Il est pourtant nécessaire d'affiner la précision de notre projection, car c'est un point de chute que nous recherchons. Sauf qu'il faut nous résoudre au constat que la pyramide de Cergy-Pontoise nous a livré tous ses secrets. Il reste cependant un élément qui n'a pas encore été développé, un jalon laissé de côté, le point de départ de l'axe majeur. Il s'agit de la station de la Tour Belvédère. Seule, elle n'a pas beaucoup d'intérêt. La projection de son emplacement sur le grand axe majeur n'apporte rien de plus à la construction de celui-ci. Par contre, elle se trouve au centre de la place Hubert-Renault, et c'est l'ensemble qui va avoir une fonction tout à fait inattendue. Regardons plus attentivement cette construction. À quel outil ou instrument vous fait-elle penser? Un rapporteur d'angle. Il faudra bien sûr l'employer correctement, lui donner une orientation qui soit invariable, que ce soit à Cergy-Pontoise ou en Australie. Celle nord-sud fera l'affaire. À Cergy, l'angle indiqué sur notre plan par l'axe majeur est notre direction à reporter en Australie pour entériner le jalon de la pyramide sur son cercle de présence. L'angle s'écarte de la verticale nord-sud de 37 degrés est. Petite parenthèse avant la conclusion sur la station de la pyramide. Il y a bien une 12e station sur l'axe majeur, c'est le carrefour de Ham. Il est situé à 1,5 km de l'île astronomique. C'est le point d'arrivée final d'un laser partant du haut de la tour Belvédère sur cette pancarte. Mais aucun intérêt pour notre grand axe majeur. Voici donc où nous amène la projection du cheminement des stations de l'axe majeur. Nous arrivons au sud de la Nouvelle-Zélande. Représentons l'axe à 37 degrés. Et rapprochons-nous encore. Encore un peu. Nous pourrions être déçus de ne pas avoir découvert une petite île au point de chute, qu'à cela ne tienne. Ce point trouvé, projection virtuelle de la pyramide d'Agiron, gardera une fonction dans les prochaines étapes. Nous en avons fini avec l'axe majeur, bien que pas tout à fait. Nous vous l'avions précisé au début, l'axe majeur n'est pas terminé. L'œuvre devrait être bien plus grande qu'il n'y paraît pour le moment. L'axe doit converger vers l'île de Chatou ou l'île des Impressionnistes, rejoignant le prolongement de l'axe historique de Paris en un point, peut-être la 13e station. Quoi qu'il en soit, nous avons là de nouvelles informations à aller chercher. L'axe de Cergy-Pontoise était un plan, une carte. Il rejoint ici un autre axe connu. Se pourrait-il qu'il s'agisse également d'un plan? Nous n'avons pas encore la réponse à cette question, mais nous l'étudions. Cependant, nous pouvons interpréter ce schéma simplement. Un plan à Cergy-Pontoise, un plan à Paris. L'association des deux nous permettant de découvrir où se trouve une île, celle des impressionnistes. Mais qui sont-ils? Nous savons déjà où se situe leur verger. C'est une question à creuser. Allons voir du côté du Louvre. Il est le point de départ du deuxième axe convergent sur l'île, et tout comme Cergy-Pontoise, c'est lui qui doit détenir le deuxième plan. Vous connaissez très certainement le Louvre et ses pyramides.
Elles forment un axe avec le centre de la cour carrée. Vous allez très vite vous rendre compte que tout est interconnecté. Savez-vous ce qu'est un point antipodal? Nous allons vous montrer celui de la cour carrée. Tracez le méridien passant par le centre, puis un de ses autres nombreux axes équatoriaux le traversant. L'axe des pyramides en fait partie. De plus, il nous sera utile. Allons voir où cela nous conduit. C'est bien sûr la position diamétralement opposée à la cour carrée sur notre globe. Et là, nous atterrissons dans un voisinage relativement proche de notre pyramide du grand axe majeur. Avez-vous remarqué que l'axe du Louvre, c'est-à-dire de la cour carrée et des pyramides, coupe la position de la cachette du Graal de Cergy-Pontoise? Et que remarquons-nous d'autre? Nous pouvons voir une île intercalée sur l'axe. Invalider l'alignement entre ces trois éléments ne peut être ici une option. C'est soit l'île des Antipodes, soit l'île Bolon. En tout cas, c'est cet archipel qui doit retenir notre attention. Pourrait-on retrouver un plan reprenant les caractéristiques observées de ces trois points? Regardons ce que la vue de l'axe du Louvre peut nous apporter. Visuellement, cela devient une évidence. Nous observons une disposition fort similaire entre les éléments du Louvre et ceux à l'opposé du globe. Nos deux points virtuels, cour carrée antipodale et pyramide du grand axe majeur, conjugués avec l'archipel des antipodes. Représentons les distances de séparation avec deux cercles et comparons simplement. Et allons une dernière fois de l'autre côté du globe. Que dire de plus? L'archipel des antipodes est le point final de cette quête. C'est l'endroit que des commanditaires ont fait coder au moyen de deux plans dissimulés dans des grandes réalisations. Il faut le reconnaître, les personnes qui ont participé à l'élaboration de ces constructions ont fait part d'un véritable grand génie. L'île des Antipodes doit avoir pour eux une véritable importance pour avoir eu la volonté de produire cette colossale mise en œuvre. Aucun scepticisme de bonne foi ne peut remettre en question le résultat de cette investigation. Le seul reproche qui peut être fait, c'est la méthodologie employée pour la présentation. Nous avons craint qu'une méthode purement mathématique fasse fuir la majorité. Malgré une certaine marge d'erreur induite par Google Earth et une recherche empirique nécessaire, cela s'est avéré être l'outil le plus adapté pour que chacun de son fauteuil puisse constater la véracité et la pertinence et reproduire facilement la démarche et le résultat. Il n'est pas question ici d'une succession de hasards fort chanceux, mais d'un ensemble de corrélations cohérentes aux résultats parfaitement aboutis. Maintenant, une question se pose. Qu'y a-t-il sur cet archipel pour pouvoir susciter une telle entreprise en ce groupe de personnes? Nous n'avons pas encore suffisamment d'éléments pour déjà énoncer une théorie, mais sachez que nous avons la volonté d'élucider ce mystère. Si seulement nous connaissions les sources qui leur ont permis de déduire les jalons de construction, sur quelles découvertes se sont-ils appuyés pour se projeter de la sorte? Par intuition, nous avons quelques soupçons sur la réalité de leurs découvertes. Nous pensons, selon un paradigme différent concernant leurs supposées sources, que soit ils ne sont pas arrivés au bon endroit, soit ils ont décidé de brouiller les pistes en incluant un jalon qui n'existait pas à l'origine du projet. Dans une prochaine vidéo, nous espérons de meilleure qualité, nous démontrerons qu'il existe une autre lecture possible du supposé plan original en nous basant sur les données des 11 premières stations de l'axe majeur, ni plus ni moins, pour clôturer un mystère dissimulé à la majorité d'entre nous. Merci de votre attention, au revoir et à bientôt.